Donc bonsoir tout le monde. Je me présente, donc Olivia Regnault. Moi, je suis, psychologue en épilepsie au centre hospitalier de l'Université de Montréal, au CHUM. Également, là, puis des fois, je vous donnerai des exemples cliniques, là, mais je travaille aussi avec la clientèle d'AVC et de Parkinson. Mais, voilà pour ce que je fais. Puis je vous avoue, la neurologie, ça fait 8 ans. Avant, j'étais dans d'autres secteurs de l'hôpital, mais là, ça fait 8 ans là, que, entre autres, je travaille quotidiennement avec des patients atteints d'épilepsie. Donc, écoutez, ça me fait vraiment plaisir là, quand on m'a demandé, j'ai envie de dire, c'est le cœur de mon travail, le travail clinique de la psychologie en lien avec la maladie épileptique. Quand on m'a demandé de venir vous parler de ça, j'ai dit oui avec plaisir. Puis surtout, vraiment, là, tu sais, j'ai monté ma formation la plus clinique possible, la plus concrète. Donc, j'espère que, tout en restant confidentiel, mais tu sais, des fois en vous donnant des exemples, en vous parlant de mon expérience comme psychologue sur le terrain, j'espère que ça va vous éclairer, vous valider, vous donner des idées, vraiment là, que ça va susciter de la réflexion, de l'intérêt, puis aussi, si je me trompe pas, il y aura une période de questions à la fin. Ça me fera vraiment plaisir qu'on prenne le temps ensemble puis d'avoir votre rétroaction puis vos questions. Donc voilà. Hem, je m'habitue, je vais le bouger avec ma souris. Alors, ce que j'ai prévu pour vous ce soir, bon, évidemment, on va regarder tu sais, puis on m'a dit, bon, tu sais, même des fois, les gens sont comme: «Mais qu'est-ce que la psychologie a à voir avec une maladie comme l'épilepsie?» Donc, on va regarder des réactions psychologiques fréquentes que moi j'ai auprès de mes patients. Peut-être que vous vous reconnaîtrez, peut-être pas. Et justement, ce qui est important aussi, c'est pour moi comme psychologue, c'est que vous compreniez un petit peu mieux parce que c'est vous les premières personnes. Oui, des fois, c'est votre médecin qui va remarquer: «Oh là, il y a des choses qui ont l'air plus difficiles pour tel patient, donc je vais le ou la référer à la psychologie». Mais des fois aussi, c'est les patients eux-mêmes qui se rendent compte qu'il y a quelque chose au niveau psychologique qui va moins bien, au niveau de votre morale, au niveau de votre humeur. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes en détresse. On va faire la différence ensemble, mais quand même d'essayer de reconnaître des premiers signes de détresse, c'est important. Et bien sûr, comme je vous disais, très concret, moi, je vais déjà aussi vous donner des outils que je partage avec mes patients atteints d'épilepsie. Et évidemment, je voulais parler des proches, que ce soit amis, famille, enfin, professionnels autour là, pas professionnels parce que ça, c'est pas vos proches, là, mais je veux dire, les personnes significatives, c'est important d'aller chercher du soutien aussi. Donc, on en parlera. Et comme je vous disais, ma présentation est très clinique parce que c'est ça que je fais, puis c'est ça qui me passionne. Donc, voilà. Puis on a environ je dirais une cinquantaine de minutes, 45-50 minutes pour la partie où moi je vous parle avec des diapos, puis ensuite, ce sera les questions. Donc, pourquoi psychologie et maladie de santé physique? Hein, des fois, on se dit, mais c'est quoi le lien? D'ailleurs, j'aime bien cette image de la psychothérapie, là, tu sais, où le patient à gauche arrive, puis là, il est peut-être tout emmêlé, plein de pensées, plein d'idées dans sa tête et comment nous, comme psychologues, on est formés pour tranquillement, au rythme du patient, mais essayer de démêler, essayer de clarifier, essayer de faire en sorte que vous vous compreniez mieux. Donc, c'est pour vous aider dans peut-être tout ce tourbillon, par exemple, que l'épilepsie représente. Parce qu'on va en parler, mais comme vous le savez, c'est une maladie, je veux dire, importante, qui a beaucoup d'implications. Ensuite, et donc, ça bon, puis comme je dis là, je ne veux pas vous bombarder de théories, mais c'est reconnu que quand on a un problème de santé physique, notre santé mentale aussi est extrêmement importante. Déjà pour notre qualité de vie, mais aussi pour prendre soin de notre santé physique. Parce que c'est démontré, donc un problème de santé physique peut amener de la souffrance psychologique à cause de tous les défis, toute l'adaptation, tout ce que ça demande. Ça peut même aller, tu sais, on peut penser que si votre morale va pas bien, si votre santé mentale va pas bien, peut-être que vous prendrez moins bien vos médicaments,
moins motivés à le faire, plus fatigués. Donc, peut-être même que des fois, les patients ne se présentent pas au rendez-vous, pas parce qu'ils sont physiquement pas capables, mais parce qu'ils sont débordés, puis psychologiquement, ça va pas bien et ça peut donc même affecter les suivis, réguliers. Ça peut aussi réduire votre soutien social, alors que votre soutien social, il est important, j'ai envie de dire pour vous comme pour tout le monde, mais des fois même encore plus quand on est peut-être fragilisé par la maladie. Donc, des fois, quand notre santé mentale va pas bien, ça fait qu'on s'isole, on se retire et là, on bénéficie encore moins du soutien social dont on aurait besoin. Donc, c'est pour vous montrer l'interrelation là, entre santé physique, santé mentale. Et d'ailleurs, en fait, moi, c'est ce que je fais. On appelle ça de la psychologie médicale. C'est-à-dire que c'est quand est-ce que la psychologie vient soutenir des conditions de santé physique. Puis comme vous vous en doutez, dans un hôpital, ben, c'est ça qu'on fait, de la psychologie médicale. Puis c'est juste pour vous le dire, moi je vous ai dit, je suis en neuro, mais j'ai des collègues qui vont aider des gens qui ont une transplantation du rein. J'ai des collègues qui vont aider des gens qui reçoivent un diagnostic de cancer, d'autres qui ont des problèmes cardiaques. Donc c'est, j'ai envie de dire, chaque secteur est différent, mais c'est un peu tout la même philosophie de comment vous soutenir mentalement dans votre santé physique. Donc la psychomédicale, puis là encore là, c'était juste pour vous situer, mais les interventions du psychologue en psychologie médicale visent à évaluer l'impact de la maladie sur vous et sur vos proches. Et ça, c'est important, vous allez souvent m'entendre dans la présentation parler d'adaptation. Adaptation, adaptation. Donc, favoriser l'adaptation aux changements encourus par la maladie pour idéalement, ultimement, une bonne qualité de vie. C'est pour que, j'ai envie de dire, malgré l'épilepsie, avec l'épilepsie, vous ayez une belle vie, une belle qualité de vie et de faire attention à vous-même là-dedans. Et ça, c'était l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui disait que la qualité de vie, c'est beaucoup de choses, hein. C'est notre perception de notre place dans la vie, dans notre culture, dans nos valeurs, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse comme psychologue, c'est propre à chacun. Tu sais, c'est quoi vos objectifs avec votre maladie? C'est quoi vos attentes, vos inquiétudes? Tu sais, tout votre univers intérieur, là, si on peut faire du ménage là-dedans pour, comme on dit, pas trop d'inquiétudes et surtout une qualité de vie agréable, dans ce contexte-là. Et bon, ça aussi, psychologie et épilepsie, vous savez, des fois, c'est encore, bon, je regardais des études récemment, puis c'est difficile à départager parce que, par exemple, puis je vais vous parler aussi d'anxiété, je vais y revenir, mais vous le savez, l'épilepsie, elle atteint le cerveau. Puis il y a des zones dans notre cerveau qui, par exemple, sont des zones plus au niveau des émotions, du stress. Donc, des fois, c'est difficile de départager. Est-ce que l'anxiété de mon patient, c'est psychologique? Est-ce que c'est parce qu'il ou elle réagit à la maladie dans un processus d'adaptation ou est-ce que c'est parce que biologiquement, vu l'emplacement du foyer de l'épilepsie, biologiquement, ça cause de l'anxiété? Vous voyez la différence? C'est pas pareil. Puis, comme je vous l'ai écrit, ça reste encore à être mieux compris. Moi, de toute façon, je vous avoue, en thérapie, j'ai envie de dire, je passe pas trop de temps à, de 1, je suis pas neurologue, puis de 2, est-ce qu'on arrive à le départager ou non? Des fois, c'est difficile, c'est un peu l'un et l'autre. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a quand même une personne sur 5, puis là, j'écrivais pas ça pour vous faire peur, là, peut-être que ça vous arrivera pas, mais quand même, pour dire à quel point c'est une maladie, exigeante, un patient sur 5 atteint d'épilepsie souffre également d'anxiété ou de dépression. C'est pas 1 sur 20, là, c'est 1 sur 5. Donc, c'est bien sûr important là, qu'on s'attarde là, à la santé mentale. Et bon, là, je pense que c'est la partie où vous allez plus vous reconnaître, là. J'ai été puisée dans mes connaissances cliniques, là, dans ce que j'observe en thérapie. Donc, symptômes de la maladie qui peuvent être liés à de la détresse psychologique. Les pertes de mémoire, n'est-ce pas, que l'épilepsie peut amener chez certains patients. C'est souffrant, là. C'est souffrant à 30-35 ans, par exemple, d'avoir des pertes de mémoire dues à notre maladie.
Peut-être même que ça a affecté votre parcours scolaire. Peut-être que ça a amené des difficultés ou peut-être que ça affecte, si vous êtes adulte actuellement, votre travail, votre capacité à faire vos tâches. Aussi, ça c'est pas banal, moi j'ai des patients qui ont des crises, peut-être tonico-cloniques le plus, on va dire plus du côté moteur où là on se met à avoir des spasmes, peut-être des pertes d'équilibre et tout, puis on peut se blesser pendant une crise. Ça aussi, c'est grande source d'anxiété parce que là, le patient, il se dit: «Ben, prochaine fois que je fais une crise, est-ce que je vais me fracturer quelque chose? Est-ce que je vais me blesser?» Donc c'est très réel là, comme crainte. J'avais aussi des patients, ça c'est troublant aussi, tu sais, comme ils se réveillent le matin avec un petit peu de sang sur l'oreiller, mais c'est parce que sans s'en rendre compte, ils se sont mordus, tu sais, un peu le par exemple, l'intérieur des joues durant la nuit à cause d'une crise. Donc ils s'en sont pas rendus compte, mais ils se rendent compte le lendemain matin qu'il y a quelque chose qui s'est passé durant la nuit. Donc ça aussi, c'est troublant. Évidemment, puis encore là, hein, ça je sais que c'est comme un gros enjeu pour quasiment tous mes patients, mais c'est la fameuse question du permis de conduire. Donc, est-ce je veux dire, quand on l'a perdu, ben là, on espère un 6 mois sans crise pour peut-être le ravoir, mais là, peut-être qu'on a peur de conduire à nouveau parce qu'on veut pas avoir des crises, donc ou on a peur de se le faire retirer même si ça va bien depuis un bout de temps. Et puis évidemment, tu sais, l'automobile, ça représente, par exemple, la liberté, l'autonomie, l'indépendance, beaucoup de choses. L'isolement social. Des fois aussi, on a peur de comment les autres vont réagir à notre épilepsie ou si on le partage avec les gens, ben, comment ils vont réagir. Donc on a des fois tendance à un petit peu plus s'isoler plutôt que d'aller vers les autres, on va dire de manière, naturelle et authentique là, d'une certaine manière, sans trop se poser de questions. Ça aussi, on va en reparler ensemble. Une grosse partie de mon travail, c'est de travailler l'anxiété, en fait, la peur de refaire des crises. Ça, c'est vraiment, parce que, par définition, en général, en fait, oui, tu sais, sauf pour mes patients qui ont des auras, là, vous savez, les auras, ça peut être des sensations qu'on a quelques secondes ou un petit peu avant qu'une crise franche arrive, mais j'ai des patients qui ont pas d'aura. Et peu importe, de toute façon, même si on a une aura, comme les crises sont imprévisibles. Tu sais, les crises, c'est enfin, oui, des fois, il y a de la médication qui fait que c'est assez bien contrôlé pendant un certain temps, mais à d'autres moments, c'est comme, je veux dire, j'ai un patient qui peut en faire 3 dans une semaine, puis la semaine suivante, il y en a pas. Donc, tu sais, ça aussi, c'est très, c'est très, angoissant même pour votre système nerveux parce que c'est comme si vous êtes toujours, j'ai envie de dire, sur le bord de votre chaise à vous demander s'il va se passer quelque chose ou pas, là. Donc, c'est très demandant. D'autres, d'autres symptômes, la lourdeur et la gestion des médicaments. Parce qu'on va se le dire, ces médicaments-là, c'est pas des Tylenol, hein, c'est de la médication lourde. Moi, je le vois aussi souvent dans les dossiers des patients, vous savez, le fameux effet lune de miel, là, c'est-à-dire, on introduit un nouveau médicament, ça fonctionne, mais des fois pendant un certain temps, puis là, whoop, ça fonctionne plus, puis là, vous rembarquez dans un nouvel essai d'un nouveau médicament ou bien même à une molécule que vous prenez déjà, on en rajoute une autre. Ça, c'est toute une gymnastique, pour les neurologues et toute une chimie pour vous aussi là, qui peut être difficile. Hem, Également, pour les patients qui sont éligibles, beh, la fameuse question de la chirurgie au cerveau. Donc, est-ce que l'épilepsie est opérable ou non? Si elle l'est, bien sûr, il y a des risques. Oui, il y a des avantages qu'on vous explique, mais il y a aussi des risques. Puis, comme m'a déjà dit une patiente, elle dit: «Là, on va m'ouvrir le crâne, là». Je veux dire, c'est pas une opération au genou, là. Tu sais, en voulant dire même symboliquement pour elle, c'est comme: «OK, tu sais, on va aller opérer mon cerveau». C'est pas rien comme vécu, là, puis comme expérience à venir. Oui, effets secondaires des médicaments, ça aussi, comme je vous disais, étant donné que c'est de la médication lourde, je veux dire, c'est également
difficile de s'ajuster. Bah, déjà, on ne le sait pas, les effets secondaires exacts que vous aurez. Puis ensuite, quand vous êtes dedans, ben là, vous, en plus de pas oublier le médicament, et cetera, vous gérez aussi des possibles effets secondaires. Puis même, je vous avoue que des fois, puis vous l'avez peut-être déjà vécu, mais peut-être des fois, en tout cas, nous, avec les neurologues au CHUM, c'est un pensez-y bien de comme, oui, on veut donner de la médication à nos patients, mais si les bénéfices que vous avez sont pas assez gros par rapport aux effets secondaires, peut-être qu'on va vous le retirer parce que là, à un moment donné, faut être réaliste aussi. Donc, puis tu sais, c'est à vous aussi, j'ai envie de dire, c'est votre, travail d'une certaine manière de donner l'heure juste à vos médecins, de monitorer en je sais pas le mot en français là, mais de ouais, de monitorer vos effets secondaires pour revenir à votre neurologue et dire: «Ben, j'ai telle chose» et là, ensemble, vous pourrez prendre une décision éclairée sur: «OK, ben, est-ce que la molécule convient pas du tout ou ça convient?» Donc voilà. Le stigma social de l'épilepsie, vous savez, le stigma, c'est comme un peu la perception du grand public là, d'une maladie. Puis bon, vous le savez peut-être mieux que moi, là, tu sais, de ce que mes patients me disent, je pense que ça a quand même tendance à évoluer, mais encore là, tu sais, des fois, quand mes patients dévoilent aux autres qu'ils sont épileptiques, comme, tu sais, les gens, ont toutes sortes de réactions ou, tu sais, s'imaginent tout de suite, bon, la personne, couchée au sol avec de la bave comme on a pu voir dans les films, puis pleine convulsions, puis je veux dire la catastrophe, alors que bon, c'est pas pour minimiser, mais je veux dire, j'ai des patients qu'à la limite, même s'ils font une crise, on le verra à peine parce que c'est une absence. Donc, tu sais, ils sont un petit peu déconnectés pendant quelques secondes, puis ensuite ils reviennent. Mais enfin, comme je dis, ça veut pas dire que c'est pas souffrant, mais c'est pas non plus, l'illustration classique que les gens ont, de l'épilepsie. Et ça aussi, tu sais, moi, je tiens à le dire, c'est tellement important comme c'est une maladie chronique, l'épilepsie. Bon, j'ai envie de dire à moins que, par exemple, il y a une chirurgie, il y a tu sais, on va dire, il y a un foyer, il y a une chirurgie, la personne ensuite ne fait plus de crise, mais encore là, tu sais, je pense que nos neurologues diraient qu'on considère toujours la personne à risque, mais tu sais, ça se peut là, qu'il y ait des périodes où il y a pas de crise, donc n'oubliez pas là, tu sais, il y a une usure. Il y a une usure de votre physique, parce que c'est exigeant de faire des crises aussi, mais il y a une usure du mental, de comme c'est pas comme un sprint de comme OK, on donne un gros coup d'adaptation pendant quelques mois, puis après, c'est terminé, dossier fermé. Il y a cette nature chronique de la maladie que des fois je compare à un marathon. Parce que c'est comme ça vous demande du jus en bon québécois, mais sur le long terme aussi. Donc j'espère que vous vous êtes reconnus. Puis tu sais, j'ai mis et cetera parce que j'ai pas la prétention de les connaître tous puis les avoir tous nommés, mais j'espère que vous vous êtes, bah, reconnus dans certains d'entre eux en voulant dire: «Ah ben oui, telle affaire, je trouve ça difficile, puis c'est peut-être pour ça aussi que je dois faire attention d'autant plus à, ma santé mentale». Ensuite, oui. Donc, ça résume un peu ce que je viens de vous dire. J'aimerais juste enlever mon petit truc d'enregistrement. Ah voilà, comme ça je vois bien mon donc travail exigeant, hein, de s'adapter à la maladie chronique comme je viens de le dire et je voulais vous mettre une nuance parce que j'ai mis tant dans le positif que le négatif. Je vous explique. C'est parce que souvent, tu sais, quand on pense à adaptation, santé mentale, c'est plus: «OK, ben, j'ai eu une mauvaise nouvelle, genre j'ai une épreuve et je dois trouver des ressources et m'adapter». N'est-ce pas? Souvent, on le voit dans ce sens-là. Mais puis moi, je me souviendrai toujours de cette patiente-là parce que c'était assez, en fait, même elle a un peu élargi ma compréhension des choses. En fait, c'est une patiente qui a demandé à consulter, à me voir, mais parce que justement, sa chirurgie du cerveau pour son épilepsie a fonctionné. Puis là, vous me diriez: «Bah oui, donc excellent, c'est des bonnes nouvelles. Pourquoi elle a besoin de psychologie?» Mais si vous voulez, c'est parce que ça reste un changement. Ça reste pour elle que ça faisait 30, 40 ans qu'elle était épileptique, avec toutes les habitudes qu'elle avait prises, avec tous les mécanismes qu'elle avait développés. Puis là, poup, quasiment du jour au lendemain, ah ben, il y a plus de crise. Fait que oui, 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 puis tu sais, je suis pas en train de vous dire qu'elle était malheureuse, comme oui, c'est une bonne nouvelle, mais ce que je vous dis, c'est que tout son système, il s'adapte pas du jour au lendemain, tu sais? Elle avait besoin de comme se retrouver au niveau de comme: «OK, bah, désormais,
Oh OK, là, désormais, je peux conduire. OK, qu'est-ce que ça implique? Ah bah, désormais, je peux donner le bain à mes petits-enfants. Ah ben, fait que oui, c'est des bonnes choses, mais je vous dirais qu'au début, elle était perdue là-dedans. Tu sais, elle savait pas trop par où prendre sa «nouvelle vie» entre guillemets, avec aussi la crainte de comme, peut-être que les crises vont revenir. Tu sais, le chirurgien, il a pas donné une garantie à vie à 100 là, donc mais vous voyez mon point, tu sais, c'est que des fois même quand des choses, positives arrivent, oui, c'est bien, mais psychologiquement, ça vous fait travailler aussi. Donc, c'était juste pour mettre ça, en lumière aussi. Donc, la détresse psychologique. Là aussi, tu sais, je vous donne des grands points de repère. Hem, en général en psychologie, bon, le plus de 2 semaines, je vous dirais qu'il faut pas partir en peur avec ça, là. Des fois, ça peut être un petit peu plus, mais les critères qu'on utilise en psycho, en général, pour savoir si, puis bon, c'est sûr que ça prend une évaluation psychologique pour bien détailler, mais grosso modo, ce qu'on peut regarder de soi-même, par nous-mêmes, c'est quand même la durée de mes symptômes, pardon. Je vous donne un exemple, tu sais, un patient qui me dit c'est pas pareil, mettons un patient qui me dit: «OK, ben j'ai mal dormi récemment». Ce qui peut être un signe, là, tu sais, qu'il y a de l'anxiété, il y a de la détresse. Mais tu sais, c'est pas pareil, quelqu'un qui me puis là, moi, j'essaye de documenter, mais comme vous avez mal dormi, mettons dans les 2 dernières semaines, pouvez-vous me quantifier à peu près? Tu sais, si la personne me dit: «Ah ben, j'ai eu 2 mauvaises nuits où j'ai mis une demi heure à m'endormir». OK, mais c'est pas pareil que quelqu'un qui me dit: «Ben, Olivia, je dors quasiment plus. Genre, je dors 2 heures par nuit, toutes les nuits». Vous voyez? On n'a pas la même intensité de symptômes et oui, puis la durée aussi. Tu sais, mettons quelqu'un qui me dit, «Je pleure tous les jours depuis 2 semaines». Bon, ce qui est quand même pas, agréable, mais je veux dire, c'est pas pareil que quelqu'un qui me dit: «Ben, en fait, je pleure tous les jours depuis 3 mois». C'est là, on n'est pas non plus au même endroit sur le spectre, là. D'ailleurs, je vais vous en parler d'un continuum, là, de détresse, mais en général, donc la durée des symptômes et donc faut pas partir en peur, là, si à un moment donné, une journée où il y a du découragement puis que vous pleurez par rapport à votre maladie, j'ai envie de dire puis là, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais j'ai envie de dire, ben, au contraire, dans le sens, si ça a besoin de sortir, laissez-le sortir. Tu sais, ça veut pas dire que vous êtes en dépression parce que puis je souris parce que des fois, il y a des infirmières qui sont comme: «Ah, le patient a pleuré», comme tu sais, comme si c'était, bon, la catastrophe, mais non, tu sais, nos larmes, c'est une façon pour notre système nerveux d'essayer de se réguler. Après, quelqu'un qui me dit: «Ben, j'ai plus envie de rien, puis je pleure, tous les jours depuis un mois», là peut là, on n'est pas à la même place. Donc voilà, je voulais vous donner ces repères-là. Également, encore là, des exemples de symptômes, mais quelqu'un qui est comme: «Ah, je suis plus motivé à grand chose», là, tu sais, des motivations, perte de plaisir, bon, difficulté de sommeil, d'appétit, ça aussi, ça peut indiquer, bon, anxiété, dépression, mais en tout cas quelque chose qui ne va pas. Sentiment de dévalorisation. Tu sais, quelqu'un qui, mettons, aurait en général une assez bonne estime de lui ou elle, puis tout d'un coup se met à se justement, à se juger, à se critiquer, à s'enlever de la valeur, puis je reviendrai sur la bienveillance tantôt, mais c'est ça, ça peut être des signaux, surtout si c'est différent d'avant, là, ça peut être des signaux qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La tristesse aussi, encore là, c'est humain, c'est normal la tristesse. C'est juste que bon, une tristesse qui durerait sur une longue période de manière intense, il faut y prêter attention. Des inquiétudes, ça aussi, à répétition, ce qu'on appelle aussi en psychologie des ruminations. C'est-à-dire que c'est pas juste une inquiétude ponctuelle une fois de temps en temps. C'est comme, tu sais, moi j'appelle ça le petit hamster là, qui se met à tourner, puis oh mon Dieu, ben là, OK, d'un coup que je fais une crise, oh mon Dieu, puis là, si je la fais devant du monde, ah, puis là, ci, ah, puis là, ci, puis là, whoop, tu sais, tout d'un coup, vous êtes dans une espèce d'escalade, d'idées inquiètes qui finissent plus. Là, c'est peut-être signe qu'il y a de l'anxiété plus importante. Et celui-là, j'ai mis un petit point d'exclamation à côté parce que souvent, il est sous-estimé, mais en fait, il est surtout sous-diagnostiqué. C'est-à-dire que des fois, chez certaines personnes, même la dépression, par exemple, ça va pas se montrer par le format classique là, de comme, OK, ben, il pleure, il s'isole,
un peu moins de confiance en lui ou elle. Non, ça va être quelqu'un qui tout d'un coup se met à être super irritable. Vous savez une expression qui dit «la mèche courte» là? Ben, c'est comme si la personne, elle une fois une patiente m'avait dit: «Elle snap là, elle snap constamment, puis elle est comme toujours irritée partout, puis agacée, puis c'était pas dans sa nature». Vous voyez? Puis ce qui est sournois de ça, c'est que même pour l'entourage, tu sais, des fois, on a tendance à être comme, bah, OK, ben là, tu sais, je vais la laisser tranquille, là, je vais m'éloigner parce que c'est pas agréable d'être à côté de cette personne-là, mais justement, peut-être que cette personne-là, c'est sa façon de vous exprimer sa détresse, tu sais, donc faut pas comme le négliger. Puis je me souviendrai toujours, là, j'avais une patiente, ben, ça, c'était à l'époque où je travaillais en cancérologie, là, mais elle, bref, elle parlait, tu sais, de son irritabilité comme symptôme. Puis là, j'ai dit, c'est ça, je dis: «OK, donc vous avez vraiment la mèche courte en ce moment?» Puis là, elle me dit: «Non, non, non», elle dit: «J'ai pas la mèche courte», elle dit: «J'ai plus de mèche». Fait que, tu sais, pour elle, c'était vraiment comme, heu, plus aucune tolérance, là. Donc ça c'était signe aussi qu'elle allait pas bien. Fait qu'écoutez, j'espère que vous me suivez, que le rythme va bien, tout ça. On continue, et ah oui, ça aussi, c'est important. On utilise comme critère en psychologie l'impact sur le fonctionnement. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Mettons là, quelqu'un qui dort en fait, quelqu'un qui a toujours été un petit dormeur, mais capable de fonctionner très bien avec peu d'heures de sommeil, ben, tu sais, rendu là, on va pas, comment dire? On va pas, rendre malade cette personne-là, enfin la déclarer malade parce qu'il ou elle est un petit dormeur, mais si ça convient, si la personne est capable de s'occuper de ses enfants, puis par exemple de travailler, puis d'avoir une bonne qualité de vie avec 5 heures de sommeil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose que quelqu'un qui, par exemple, avait besoin de beaucoup de sommeil, là, tout d'un coup, a de la difficulté à s'adapter, puis là, le sommeil se désorganise, la personne ne peut plus fonctionner dans ses journées. C'est pas la même chose. Donc faut aussi tenir compte de est-ce que ça impacte le fonctionnement ou pas? Et donc, la détresse psychologique, comme je vous l'ai dit, c'est un tu sais, voyez-le, puis là, je pense que vous voyez ma souris, là, mais tu sais, c'est un continuum de réactions. Puis là, j'ai mis «normal» entre guillemets, parce que j'aime pas le mot normal, là, mais comme, on va dire, des réactions fréquentes, adaptées, jusqu'à whoop, des réactions excessives, mal adaptées ou puis tu sais, excessives en voulant dire, par exemple, j'ai tellement de ruminations et d'inquiétudes que j'en dors plus la nuit et que je pleure à la journée longue à cause de ça. C'est là, on serait bien sûr de ce côté-là du spectre, mais après on peut être des fois ici ou on peut être un peu plus à gauche ou en tout cas, n'importe qui, on se «balade» entre guillemets là-dedans et des fois, ben, quand ça va bien, tu sais, on est plus de ce côté-là. Donc, si vous voulez, pour les gens qui sont peut-être un peu plus visuels, là, vous pouvez vous garder en tête aussi cette, c'est pas de moi, là, mais le concept du continuum de la détresse, là, pour, voir où vous vous situez. Puis comme je dis, tu sais, des fois aussi, vous pouvez peut-être dire: «Ben, je le sais pas, c'est quoi qui va» tu sais, l'idée, c'est pas de vous auto-diagnostiquer, dans le sens où vous pouvez aussi dire: «Ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je sais pas trop quoi». Puis là, à la limite, vous en parlez ou vous appelez une ligne d'écoute ou tu sais, vous puis là, les professionnels, de toute façon, eux, sont parfaitement outillés pour vous situer là-dedans. Mais c'est sûr que, de remarquer déjà vous s'il y a des choses anormales chez vous-même ou chez vos proches, c'est utile. Et donc, comme je disais, exemple de signes à surveiller chez vous-même ou vos proches, mais donc bon, puis peur excessive des crises. Parce que comme je vous ai dit, c'est normal d'avoir peur des crises, là. C'est pas agréable pour personne de faire une crise, c'est pas agréable, du tout, puis de le faire peut-être quand on n'est pas chez nous, quand on est devant du monde, par exemple, qui savent pas qu'on est malade, tu sais, c'est beaucoup d'implications. Mais comme je dis, si ça en devient une obsession, puis que les ruminations finissent plus et vous causent de la détresse, c'est problématique. Comme je disais, des fois des difficultés de sommeil importantes et surtout différentes de vos habitudes. Perte de motivation, j'en ai parlé, puis irritabilité aussi, j'en ai parlé. Ça peut être, des signes à regarder. Ah oui, ça aussi, c'est important parce que je vous avoue que même des fois, moi, là, je recadre tout de suite, là, quand j'ai des patients qui arrivent dans mon bureau et qui me disent qu'un objectif de thérapie, c'est, ne plus être stressé ou, anxiété zéro. J'ai envie de dire, ben, on va juste se mettre ça au clair. Épilepsie ou pas, c'est pas comment dire?
c'est pas un objectif de vie réaliste dans le sens où c'est correct d'être stressé par moment. Tu sais, c'est notre système nerveux qui capte qu'il faut s'activer ou qui capte qu'il y a peut-être quelque chose de dangereux pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, on a tendance même, je trouve, à démoniser l'anxiété, là. C'est comme: «Ah, la maudite méchante anxiété», mais non, tu sais, je veux dire, l'anxiété fait partie des choses qu'on peut ressentir dans la vie. Oui, c'est inconfortable. Oui, des fois, ça devient excessif, mais ce que je veux dire, c'est que anxiété zéro n'est pas un objectif. Une anxiété qui monte et qui descend, que vous êtes capable de reconnaître, que vous êtes capable de naviguer, ça, c'est plus mon objectif avec vous comme psychologue. Vous voyez ce que je veux dire? Puis et donc ça aussi, puis oui, puis un autre exemple, ça, c'est important. Imaginez aussi quand les patients tombent dans parce qu'on le sait, tu sais, puis on va en parler, on sait que oui, le stress peut être un facteur déclencheur des crises d'épilepsie. Puis je dis «peut», hein, parce que c'est pas garanti, mais oui, tu sais, moi, des fois, je le vois, là, si j'ai des patients qui sont des étudiants, ça se peut, là, qu'à la mi-session, whoop, on le sait, là, qu'ils vont être un petit peu plus fragiles, puis ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de crise. Mais là, imaginez si un étudiant devient stressé d'être stressé. C'est-à-dire qu'il est comme: «Ah ben non, ben là, il faut pas que je sois stressé. Il faut pas que je sois stressé parce que là, ça va impacter mes crises». Vous voyez ce que je veux dire? Là, on tourne en rond, là. C'est comme non, non, comme le stress n'est pas l'ennemi à abattre. C'est pas parce qu'il y a de l'épilepsie qu'on doit viser stress zéro. On doit juste, entre guillemets, mais c'est un travail, mais on doit comme je dis, là, apprendre à le naviguer, utiliser les ressources dont je vais vous parler pour essayer de le faire revenir à un niveau confortable. Enfin, pardon, confortable, c'est pas le mot parce que c'est rarement confortable, mais en tout cas tolérable. C'est un niveau de stress tolérable. Mais ça, c'est important. Puis un autre exemple que je peux vous donner, j'avais déjà travaillé comme psychologue en clinique de fertilité. Puis je sais que c'est pas pareil, mais tu sais, le concept était un peu le même. Tu sais, des fois, on disait aux femmes qui, par exemple, avaient de la difficulté à tomber enceinte: «Ah, ben, tu sais, vous êtes stressées». Fait que là, qu'est-ce qu'elles faisaient, les pauvres? Ben, elles étaient stressées parce que fallait pas qu'elles soient stressées. Fait que là, on se trouvait à tourner en rond. Donc voilà, je voulais faire un petit, aparté là-dessus. Bon, puis la santé mentale, c'est, j'ai envie de dire ma philosophie, mais pas seulement moi, là, mais on a vraiment tendance de plus en plus à la voir comme un peu comme votre santé physique, un équilibre. Tu sais, l'idée, c'est pas, je mange parfaitement tout le temps et j'ai toujours mes 8 heures de sommeil et je n'ai aucun stress et oui, dans un monde idéal, mais la vie, c'est pas un monde idéal. Donc l'idée, c'est aussi un peu comme ces pierres, là, qu'on met l'une sur l'autre puis qu'on se trouve chacun à sa façon notre recette pour notre santé mentale, notre équilibre, notre façon de faire, qui des fois nous convient pendant un certain temps, puis après, pouf, ça nous convient plus, puis on est des petites bébites adaptables, l'être humain, là. Tu sais, on va s'adapter, mais c'est important. Puis j'ai mis adaptation versus acceptation, parce que souvent aussi les patients m'arrivent avec cette idée-là de comme: «Ah ben là, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte mon diagnostic d'épilepsie, là, je ne l'ai pas accepté, mais il faut que je l'accepte». Puis je vous dirais qu'en psychologie médicale, on a de la misère avec cette notion d'acceptation parce que, est-ce qu'on peut vraiment accepter comme: «Ah ben oui, moi c'est correct, moi j'ai accepté, c'est bon». Tu sais, c'est de un, c'est un gros diagnostic, puis de 2, c'est dynamique. Tu sais, vous êtes dans un processus chronique qui bouge, qui a des périodes de crise des fois, puis ensuite ça revient, enfin de crise, aiguë, puis ensuite ça revient. Tu sais, c'est très mouvant tout ça, là. Comme je dis souvent, l'acceptation, ça donne l'impression que: «OK, je l'ai accepté, fait que là, je pose ça sur une tablette, puis ça, c'est fait. C'est bon, ça, c'est accepté». Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, des fois, moi, je peux voir un patient en novembre, puis OK, l'adaptation semble assez bonne, puis un peu, poup, un peu de recul en février, puis ensuite, whoop, en avril, on vous voyez ce que je veux dire? C'est très mouvant. Puis on a besoin de respecter aussi la nature de ce processus-là. Alors, la partie plus, concrètes, on va dire. Écoutez, j'en ai mis 8, c'est celles bon, qui me venaient, que j'utilise aussi souvent. Il y en a plein d'autres, mais je voulais quand même vous donner des points de repère en espérant sincèrement là, que ça vous aidera. Puis tu sais, des fois aussi, les patients ils me disent: «Ah ben celle-là, celle-là, c'est mon style, celle-là, ça me parle, celle-là, quand je l'applique, ça marche, celle-là, ça me convient pas du tout». C'est bien parfait, là, tu sais, allez-y, prenez ce qui vous convient, puis laissez aussi ce qui convient moins, là.
Alors, une première chose, puis ça, je voulais encore là, je l'ai simplifié là, pour pas que ça prenne trop de temps, mais ça vient du modèle cognitif en psychologie. Vous savez, on a tendance, hein, à penser que dans la vie, un événement de vie amène une réaction, hein, action-réaction, d'une certaine manière. Mais ce qui est important de considérer, c'est que ça va toujours passer par ce qu'ils ont appelé, là, mais les psychologues qui se sont penchés là-dessus, votre filtre, votre interprétation, votre regard. C'est pour ça que des fois, tu sais, ça avait été des études beaucoup, vous savez, sur des événements traumatisants. Par exemple, on voit quelqu'un qui, bon, se jette sur les rails devant le métro. Ça fait on va dire, les personnes sur le quai voient tous et toutes la même chose dans les faits, mais ensuite, comme pourquoi est-ce qu'on a des réactions si différentes? Des fois, tu sais, des personnes que sans dire que ça leur fait rien, mais tu sais, il y aura pas de traumatisme versus d'autres personnes que, ah, eux, ça va prendre une autre tangente. C'est parce qu'il y a cette subjectivité, tu sais, cette variable individuelle qui dépend des croyances, des valeurs, des pensées, qui va jouer dans l'équation. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que justement, nos pensées, le filtre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi avoir une certaine influence dessus. Et regardez qu'est-ce qu'on se dit à propos d'une situation. Par exemple, bon, vous avez des crises, tout ça, puis là, on vous dit: «Bon, ben, on va devoir retirer le permis de conduire». Vous le savez, j'imagine, tu sais, d'habitude, c'est si je me trompe pas, c'est un 6 mois sans crise, avant qu'on puisse, par exemple, reconsidérer, le redonner. Donc on est d'accord, la théorie, c'est 6 mois, mais votre anxiété, votre mental pourrait vous amener à penser en réflexe: «Ah ben ça y est, je pourrai plus jamais conduire». Voyez la différence? C'est comme c'est pas ça qui a été dit, mais c'est comme si par soi-même on fait des assumptions là, des déductions qui même nous font sentir mal parce que là, c'est comme à la perspective de plus jamais avoir de permis, c'est sûr que ça va vous faire réagir. Mais vous le savez pas. Enfin, je veux dire, peut-être que ce sera le cas, mais peut-être que non. Donc, faut comme faire attention aussi à nos automatismes ou là aussi, tu sais, si mes crises recommencent, ce sera comme ça pour toujours. Là aussi, c'est comme je m'excuse, mais j'ai envie de dire comme qu'est-ce que vous en savez? Vous avez pas de boule de cristal, pas plus que moi, pas plus que le neurologue, mais des fois, c'est comme le mental nous joue des tours. Puis justement, j'en parlais, lundi avec une patiente qui, bon, elle, c'est ça, là, a quand même eu beaucoup de crises à une certaine époque. Là, maintenant, elle en a ponctuellement, mais ça m'a vraiment fait chaud au cœur quand elle a dit maintenant, Olivia, puis en tout cas, elle approche de la fin de sa thérapie, mais elle dit: «Mais maintenant, je les vois moins comme une fatalité». Tu sais, c'est pas parce que je fais une crise qu'il y a toute une fatalité qui vient avec. C'est comme, ben non, une crise peut être une crise, on la gère, on voit ce qu'on peut faire, puis on prédit pas le futur ensuite pour les 50 prochaines années. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et oui, des fois aussi, ce qui peut aider, tu sais, dans les mots qu'on se dit, parce que, par exemple, plutôt que de se dire: «Bon, ben, ça y est, là, ce sera comme ça pour toujours», c'est comme non, puis tu sais, oui, des fois, vous êtes dans une mauvaise passe de comme actuellement, il y a beaucoup de crises, mais le actuellement, il fait une différence pour votre cerveau. Le actuellement, il envoie un message à votre esprit, à votre cerveau, que ça se peut que ce soit ponctuel aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Et ça, j'aime beaucoup. Ça vient pas de moi, là, ça vient d'une, Josée Savard, c'est une, si je me trompe pas, c'est une psychologue, qui a beaucoup travaillé avec les patients atteints de cancer. Puis bon, vous savez, ça enfin, on peut penser, tu sais, qu'un diagnostic de cancer, là aussi, là, notre esprit s'emballe, puis là, c'est comme: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va être le futur? Puis dans quelle direction ça va aller?» et cetera. Et vous savez, des fois, l'expression de mettre des lunettes roses, hein, de faire comme si, «Ah ben, c'est bon, tout va bien aller forcément», versus mettre des lunettes noires. Ah ben là, c'est clair que ça va mal se passer, c'est clair que ma chimio fonctionnera pas, c'est clair que ci, c'est clair que ça. Elle invitait souvent ses patients à mettre des lunettes claires, c'est-à-dire ni rose, ni noir, mais en fait, essayer autant que possible de regarder la réalité avec les faits qu'on a aujourd'hui. Puis c'est difficile, hein. Là, moi, je suis là, puis je vous en parle, là, mais comme dans le concret, c'est pas évident de développer cette habitude-là, mais moi, je sais que c'est une image que j'utilise avec mes patients, puis ça me fait toujours plaisir quand ils me reviennent, puis ils me disent: «Là, Olivia, là, depuis la dernière fois, j'ai eu un épisode où j'ai eu besoin de mettre des lunettes claires et j'ai été capable de regarder la situation, de manière un peu plus, posée
Ça m'a rendue moins anxieuse, ça m'a rendue moins triste, puis j'ai pu gérer ça, entre guillemets, «d'une meilleure manière». Donc je vous laisse avec, l'image des lunettes. Bon, aussi, vous savez, bon, quand il arrive quelque chose au niveau de la santé physique, on dirait que ça va de soi. Tu sais, il y a des trousses médicales, là, qui existent, là. Il y a des trousses de premiers soins, hein, puis il y a les pansements, puis les choses de base dedans. Moi, je dis souvent à mes patients, là, si jamais, on va dire, le feu est pogné intérieurement, c'est-à-dire beaucoup d'anxiété, ça va pas, ben pourquoi pas? Pourquoi pas une trousse psychologique? C'est-à-dire, OK, là, urgemment, à court terme, qu'est-ce qui pourrait m'aider, là? Tu sais, puis je dis n'importe quoi. Mettons que vous êtes en panique parce que, hem, parce que vous tout d'un coup, là, vous vient l'idée que vous allez forcément avoir des crises cette nuit, que vous allez être seul, que vous allez être démuni, que ça va mal se passer, que vous allez peut-être vous blesser. Tu sais, toute cette escalade-là, ben d'essayer de voir: «OK, mais là, j'ai besoin de me calmer à court terme. Qu'est-ce que je peux faire?» Puis je vous donne des suggestions, mais j'ai des patients pour qui la respiration avec des applications, par exemple, comme Respirelax ou tu sais, d'autres applications gratuites, sont vraiment utiles, peuvent vraiment les aider. Ils se mettent ça avec des écouteurs, ils sont dans leur bulle, puis ça les apaise. Aussi, des fois, bon, vous me direz, on peut peut-être pas faire ça à 3 heures du matin, mais mais des fois, quand c'est possible durant la journée, pourquoi rester seul avec ça? Peut-être que vous pouvez appeler quelqu'un. Peut-être que vous puis tu sais, même soit quelqu'un de l'entourage ou je vous en parlerai tantôt, mais les fameuses lignes téléphoniques, je veux dire, on n'a pas besoin d'être, suicidaire pour les contacter, là. Il y a aussi des lignes, j'écoute et des lignes plus générales, tu sais, qui peuvent, là encore là, c'est des professionnels disponibles qui peuvent vous aider à désamorcer quelque chose de plus urgent. Donc, c'est bon à mettre dans votre trousse. Ça aussi, des fois, la puissance des mots puis de ce qu'on se dit, des fois, c'est aussi de calmer le mental puis de dire: «Hey, je me répète», puis là, moi, j'ai mis cette phrase-là, moi, c'en est une que j'utilise, mais ça peut être votre phrase à vous, mais OK, j'ai des ressources pour traverser ça. Tu sais, je suis pas démunie comme mon anxiété me le fait penser. J'ai des forces, j'ai des capacités, donc je me calme tranquillement et bon, visualisation aussi peut être une technique. Donc voilà, mais si ça vous parle, pourquoi pas, penser à élaborer un peu votre trousse, je pense que ça pourrait être utile. Puis aussi, dans les moments où ça va moins bien, on veut des questions à court terme. Tu sais, on veut pas le: «Ah ben là, dans un mois, et dans un mois, que ça va être? Puis, eh mon Dieu, dans un mois, j'ai mes examens» ou «Ah, dans un mois, je pose» tu sais, vous pouvez là, vous pouvez partir dans toutes sortes de fabulations, mais ça fera rarement des bénéfices pour votre santé mentale, puis je vous dirais que c'est plutôt: «OK, mais là, à court terme». Puis court terme. Genre, mettons dans la prochaine heure, là. Qu'est-ce qui pourrait me soulager un peu? Est-ce que c'est d'aller prendre une marche? Est-ce que c'est d'allumer un peu la télé sur un, je sais pas moi, une émission drôle que j'aime pour me sortir de ma tête, me distraire? Est-ce que c'est d'aller flatter mon chat? Tu sais, on veut du concret, puis on veut du court terme. Parce que ça va empêcher votre cerveau d'aller trop loin. Donc ça peut être une stratégie. Également, de miser attendez, moi j'ai un c'est bon, j'ai eu un truc de mon ordi, mais je cliquerai pas parce que je veux pas rien changer. Pardon. Donc miser sur vos forces, oui. C'est quoi vos qu'est-ce qui vous fait du bien, vous, dans la vie? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui parle à votre santé mentale? Tu sais, j'ai des patients qui me disent: «Ah moi l'écriture, l'écriture ça m'aide beaucoup». Il y en a d'autres qui me disent: «Moi c'est les jeux vidéo». Il y en a d'autres qui disent, je sais pas moi, ça peut être, d'appeler ma grand-mère. Tu sais, peu importe, mais justement d'aller miser sur ce que vous savez déjà qui marche bien. Tu sais, il y a pas besoin de réinventer la roue quand au contraire, quand on est en détresse psychologique, c'est pas le moment de chercher des grandes idées qu'on n'a jamais eues. Tu sais, c'est le temps d'aller vers vos valeurs sûres. Donc, je vous lance ça comme ça. Ah, également, la bienveillance. Je sais que c'est un mot qui est utilisé beaucoup, puis: «Ah, il faut donc être bienveillant, puis il faut donc être gentil envers soi», puis mais c'est tellement important. C'est comme, c'est pas quétaine, c'est pas une mode, c'est que c'est une maladie exigeante, l'épilepsie, vous le savez, c'est drainant, c'est demandant, puis quand je vois que par-dessus ça, les patients se rajoutent de la pression, se rajoutent des exigences, se rajoutent de la culpabilité, c'est dur là, c'est lourd là, ça met de l'huile sur le feu. Puis un exercice que d'ailleurs un de mes patients m'a dit là, qu'il avait utilisé cet après-midi, puis il avait beaucoup aimé, que je lui ai recommandé. En fait, je lui ai tout simplement dit, tu sais, parce que je voyais que c'était quelqu'un qui avait un discours assez dur envers lui-même.
en général et par rapport à sa maladie. Puis je lui ai dit: «Mais est-ce que vous parleriez comme ça à votre meilleur ami?» Puis il m'a dit: «Ben non». Il dit: «Non, non, non». Il dit: Mais j'aurais des idées de quoi lui dire s'il était dans la même situation que moi, mais je le dirais de manière beaucoup plus douce». Puis j'étais comme: «Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de vous parler comme vous parleriez à votre meilleur ami?» Puis il était comme parce qu'en fait, c'est ça, c'est même pas qu'il a pas les idées, il les a, c'est juste qu'il l'applique pas à lui-même et bon, comme de fait, là, il a commencé un peu, puis il dit: «Bah, déjà, je me sens moins mal, là, parce que j'ai cette espèce de réflexe de dire: "Hop, hop, hop, tu sais, si je me parle difficilement, on va essayer de se parler comme on parlerait à notre meilleur ami"». Ah oui, puis d'ailleurs, vous savez, ce qu'on appelle l'autocompassion, là, c'est une des recommandations de l'Institut de santé et de services sociaux, mais qu'adopter des stratégies d'autocompassion en s'accordant le même degré de compassion qu'on accorderait à une personne estimée, c'est hyper, payant et efficace. Ah, je vais juste reprendre le contrôle. OK, c'est bon. Donc pardon, là, ça m'a fait reculer. Hop, voilà, on va se remettre au bon endroit. Bon, oui et ça aussi, des fois, une façon d'être bienveillant envers soi-même, c'est de se féliciter. C'est de remarquer nos succès. Ce qu'on fait peut-être des fois pas souvent, mais tu sais, puis ça a pas besoin d'être, des grands exploits, là. Je veux dire, ça peut être, ben, aujourd'hui, j'ai pris du temps pour moi, puis j'ai, par exemple, justement, appelé quelqu'un pour aller me chercher de l'aide. Ben, j'ai envie de dire: «Yes!» là, tu sais, on non seulement on veut ces succès-là, mais on veut que vous les remarquiez. Parce que ça va vous faire du bien au moral aussi. Oui, puis aussi des moments, bon, j'ai envie de dire pour déconnecter de la maladie, parce que comme je dis toujours à mes patients: «Vous n'êtes pas que la maladie», ça aussi. Et des fois, la détresse, oui, tu sais, la détresse peut se gérer en baissant nos stresseurs, en baissant ce qui nous cause de l'anxiété, mais ça peut aussi être en augmentant ce que j'appelle les anxiolytiques naturels. C'est-à-dire, c'est quoi qui me fait du bien? Parce que votre système nerveux, là, il peut pas être anxieux et pas anxieux en même temps. Fait que si vous lui donnez des choses qui font du bien, par défaut, il peut pas être dans l'anxiété à ce moment-là, parce qu'il est dans le plaisir ou quelque chose qui fait du bien. Donc ça peut être une stratégie aussi. Bah, c'est moi qui suis partie par en arrière. OK. Là, en tout cas, je suis fan des chiens, clairement, mais j'avais trouvé ces petites photos, mais tu sais, c'est juste aussi pour illustrer. Puis vous avez pas besoin que je vous le redise, mais tu sais, juste des fois quand même un rappel de comme, tu sais, on le sait qu'en effet, par exemple, un gros déficit de sommeil, tu sais, ça peut mener des fois à plus de crises. Donc encore là, des fois, faut pas chercher si loin que, ben, mes besoins de base, là, tu sais. Est-ce que mon alimentation, ça va? Est-ce que je m'hydrate? Est-ce que j'arrive quand même à dormir correct? Sinon, est-ce que je peux être un peu de mélatonine ou aller me chercher de l'aide là-dessus? Parce que vous savez, tant que vos fonctions de base seront pas stabilisées, il y a des bonnes chances pour que la santé mentale a de la misère à suivre. Donc, faut faire attention à ça aussi. Hem, il y a le chien qui fait de l'exercice, quand c'est possible aussi. Puis bon, l'alcool, hein, qui mine de rien est aussi un dépresseur. Ça, on a tendance en plus, je sais que bien souvent, c'est pas compatible, là, avec les médicaments d'épilepsie, mais ça peut aussi être un dépresseur, l'alcool. Donc il faut faire attention à ça, bien sûr. Bon, puis le lâcher prise, ça aussi, hein, c'est une expression qu'on entend beaucoup, puis c'est comment on devrait tous donc lâcher prise et tout ça. Bon, moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est plus que des fois, c'est aussi aidant de faire la part des choses entre qu'est-ce qu'on contrôle, puis qu'est-ce qu'on ne contrôle pas. Et je vous ai donné des exemples. Fait que vous avez du contrôle sur vos pensées, vos paroles, ce que vous apprenez de vos erreurs, vos efforts, tout ça, c'est de votre contrôle. Mais après, les autres choses, ce que pensent les autres, les choix que font les autres, même si des fois on voudrait les aider, c'est pas de notre contrôle. Bon, puis j'ai mis, mais tu sais, le passé, la maladie, la météo, tout ça, c'est des choses, faut se le rappeler qu'on ne contrôle pas. Puis des fois, ça aide de pas perdre notre énergie mentale sur des choses qu'on peut pas contrôler. Donc voilà pour les ressources, puis ça, c'est important, je vous le rappelle. S'il y a de la détresse qui se manifeste, on en parle rapidement, s'il vous plaît, que ce soit proches, amis, médecin de famille, tu sais, info sociale, ligne d'écoute, tu sais, faut pas rester seul avec ça et aussi, moi, je tiens toujours à le préciser, mais s'il y a présence d'idées suicidaires, présence d'idées noires, on n'oublie pas, 1-866 appel. Maintenant, je sais qu'ils ont un nouveau
enfin, nouveau système, mais ça peut être soit par appel ou par texto. Tu sais, parce que des fois, on est peut-être gêné, là, d'appeler, même si bon, il y a pas de gêne, mais le 988, tu sais, puis c'est quand même facile, là, tu sais, je pense qu'ils ont voulu faire comme, mettons, 911, tu sais, c'est le numéro d'urgence que les gens connaissent, fait que là, ils ont adopté le 988 qui est pour, suicide action ou se présenter à l'urgence. On l'oublie, mais tu sais, si à un moment donné, vous voyez, ça va pas du tout pour vous, pour vos proches, j'ai envie de dire, mieux vaut se présenter à l'urgence, bon, puis qu'entre guillemets, il y avait pas besoin ou tu sais, ça se règle rapidement que, de passer, à côté. Donc voilà, puis les proches, je regardais où j'en étais au niveau du temps là, c'est bon, il me reste environ 5 minutes et les proches, je sais pas s'il y en a là qui sont connectés ce soir, mais super important, bien sûr qu'on ne vous oublie pas. Vous pou Puis là, j'ai juste mis des exemples, mais vous pouvez avoir plein de rôles aussi auprès des patients. Par exemple, informer le médecin de symptômes dont le patient n'a pas conscience, parce que, par exemple, il est en crise. Des fois même, tu sais, ça peut être très concret, là, de comme mettre le patient en position sécuritaire si vous voyez qu'il y a quelque chose qui peut être dangereux. De la sensibilisation, des fois aussi, ça peut être, je sais pas moi, si c'est vous êtes le parent d'un jeune enfant atteint d'épilepsie, puis là, ben, vous expliquez un peu aux autres parents ou aux autres enfants comme la condition de votre enfant. Tu sais, c'est aussi de la sensibilisation que vous faites à ce moment-là et des fois aussi de se faire une communauté, tu sais, c'est à ça que ça sert les réseaux, les associations, tu sais, ça aussi, ça fait partie des ressources. Donc c'est important et des fois aussi, là, je ne sais pas s'il y a des intervenants là qui écoutent, mais tu sais, faut pas les oublier les proches, hein. Des fois, c'est: «Ben, comment ça se passe à la maison? Comment vous vivez ça? Quelles sont vos ressources à vous?» Puis bien sûr que c'est difficile pour le patient, mais c'est difficile pour les proches aussi. Et ah oui, ce qu'on voit, moi je le vois beaucoup là, bah, tu sais, moi j'ai pas d'enfants là d'enfants adolescents dans ma clientèle. Moi, le CHUM, ce sont des gens de 18 ans et plus, mais il peut y avoir eu des enjeux et même encore présents de surprotection. Et ça, je vous dirais que c'est documenté dans la littérature qu'une maladie comme l'épilepsie va un peu comme inévitablement là, si on prête pas attention, on peut se retrouver comme proche, pas forcément parents là, ça peut même être conjoint, conjointe, frère, sœur, mais on va avoir tendance à surprotéger la personne atteinte d'épilepsie. Ce qui, je vous dirais, est pas, tu sais, ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est pas souhaitable non plus pour le patient tu sais, d'avoir l'impression qu'il vit dans une bulle, comme s'il était une petite chose fragile et qu'il n'est pas capable de grand-chose parce que vous faites tout à sa place. Tu sais, j'exagère là, mais ça peut aller jusque-là. Faut faire attention à ça. Puis également l'épuisement silencieux des proches, hein. C'est-à-dire que des fois, c'est normal, j'ai envie de dire l'attention, les projecteurs sont mis sur, le patient, mais silencieusement à côté, on a des proches qui s'épuisent. Donc, bien sûr qu'il faut les garder en tête. Puis aussi, ça c'est intéressant là, même, moi là, quand j'ai quand j'ai regardé ça récemment, mais c'est pas la sévérité ni la fréquence des crises qui a le plus gros impact sur comment s'adapte le patient, mais la façon, en fait, ce n'est pas que la sévérité et la fréquence, c'est aussi la façon dont l'entourage réagit. Imaginez, tu sais, fait qu'on peut avoir quelqu'un, mettons, qui fait peu de crises, que ça va assez bien, mais là, par exemple, parce que l'entourage, parce que le réseau est super anxieux puis super nerveux, ben là, le patient devient anxieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est faut faire attention et oui, le cas clinique dont je voulais vous parler, ça a pas rapport avec l'épilepsie, mais je trouvais que le concept était assez similaire. C'est un jeune patient que j'ai. Pardon, non, c'est pas moi, c'est pas mon patient. C'est un jeune patient dans la vingtaine, qui est le fils d'une patiente que je suis parce qu'elle a fait un AVC. OK? Donc moi, je suis la maman et ce jeune homme, là, quand il tombe en psychose, ben, beaucoup de bruit dans l'appartement, a tendance à hurler, à s'enfermer dans la salle de bain et tout ça et sa maman, elle a dit: «Ben, je vais adresser ça en lui disant: "Là, là, elle a peur qu'il perde son logement. Tu sais, elle a peur que les voisins se plaignent puis qu'ils doivent quitter son logement. Mais elle voulait lui dire en lui disant: «Ben là, il faut que tu fasses attention, puis si tu fais pas attention, puis si tu prends pas tes médicaments, tu vas te faire chasser». Puis fait que tu sais, ça partait d'une bonne intention, mais tu sais, moi, j'ai révisé les techniques de communication avec cette maman-là, puis j'ai dit: «Peut-être que ce serait plus gagnant de dire, ben regarde, ensemble, toi et moi, comme mère et fils,
On veut pas que tu perdes ton logement, bien sûr. Donc comment est-ce qu'on peut ensemble travailler et trouver des solutions? C'est pour vous voyez, c'est pas du tout la même chose que de dire: «Ben là, tu vas le perdre, puis si tu veux pas le perdre, il faut faire ça, ça, ça». Puis là, j'ai envie de dire, le jeune se fait bombarder de stratégies et d'ordres plutôt, tu sais, que de travailler ensemble de manière peut-être moins anxieuse pour trouver des pistes. Donc voilà, ça me faisait penser à ça en termes de dynamique puis de réaction là de l'entourage. Et aussi bon, je sais pas encore là si c'est le cas, mais tu sais et c'est moins ma spécialité, je vous dirais les jeunes patients, mais quand même, c'est important de communiquer au sujet de la maladie, même avec des patients qui sont jeunes, bien sûr selon leur âge, leur niveau de compréhension, tu sais, il faut adapter. Mais il y a des façons de faire. D'ailleurs, j'avais trouvé ça sur, Épilepsie Ontario et aussi souvent, plutôt que de les surprotéger puis les faire sentir parfois même comme incapables, c'est ce qu'on appelle, bon, il y a pas vraiment de mot en français, mais tu sais, le empowerment, c'est-à-dire de quoi tu es encore capable? Sont où tes forces? Sont où tes ressources? Parce que comme je dis, le la personne n'est pas que l'épilepsie, puis il y en a encore des ressources. Donc, mettre l'accent là-dessus. Bon, après, ça, je voulais juste les mentionner, mais tu sais, l'Association québécoise d'épilepsie, l'Alliance canadienne, Épilepsie Canada, puis là, j'en ai juste cité quelques-unes, mais tu sais aussi des associations locales que je voulais vous mentionner. Et une dernière chose, avant de finir, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la résilience. La résilience, c'est un concept, entre autres en psychologie, mais qui en gros, là, c'est la capacité de rebondir, hein, puis d'avancer malgré une épreuve. Et Sonia Lupien, qui est une grande chercheuse, même à travers le Québec, là, mais qui travaille beaucoup sur le stress, je vous les ai juste mis là parce que peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certaines choses, mais tu sais, elle a vraiment fait beaucoup d'études sur c'est quoi qui aide la résilience des individus. Puis, bon, un sens de la moralité, tu sais, un sens de la justice, qu'on fait les bonnes choses pour nous, pour les autres. Des fois, c'est la spiritualité qui aide les gens, le soutien, ça, je vous en ai beaucoup parlé, l'optimisme, mais tu sais, là aussi, un optimisme réaliste, pas les lunettes roses, puis le pays des licornes, puis tout va forcément bien aller parce que c'est ce que je dis. Tu sais, on veut garder du réalisme. L'humour est un mécanisme aussi qui fait du bien à la santé mentale. Le fait de garder le cerveau occupé, d'avoir un modèle, faire face à nos peurs, se garder en forme. Tu sais, j'ai des gens pour qui, par exemple, quand c'est possible, de manière sécuritaire, mais tu sais, le sport fait des grands bienfaits pour leur santé mentale. Et des fois, le fait d'avoir une mission. Tu sais, je pense à des patients qui vont, s'engager socialement, qui vont aider d'autres personnes aussi, ça fait du bien. Et donc, pour finir, évidemment, je ne serais pas une bonne psychologue si je vous disais que évidemment, je veux dire, c'est super important de considérer votre santé mentale et la maladie qui est unique à chacun, parce qu'il y a pas une épilepsie, il y a je veux dire, moi, si j'ai suivi des centaines de patients, ben, il y avait des centaines d'épilepsies uniques, là. Ne pas oublier les proches, super important. Rappelez-vous, hein, la détresse, grosso modo, c'est une question de durée et intensité des symptômes, ainsi qu'impact sur le fonctionnement. Allez vous chercher de l'aide, s'il vous plaît, au besoin. Puis, tu sais, comme je sais là, que c'est pas, bon, des fois, c'est difficile d'avoir accès à un psychologue comme tel, mais tu sais, il peut y avoir d'autres types d'intervenants, il peut y avoir des lignes téléphoniques, il peut y avoir d'autres formes de ressources aussi. Et vous n'avez pas de contrôle sur l'épilepsie, on est d'accord, mais vous avez du contrôle sur comment prendre soin de vous physiquement et mentalement tout au long de la maladie. Et c'est ce que je vous souhaite. Et je vais vous dire un gros merci. Et puis, j'imagine qu'on va ouvrir pour les questions. Ben, je vous remercie vraiment pour, cette conférence qui est très, très intéressante. Puis je pense que la majorité vont, être d'accord avec moi que, ces, conseils, ou les études qui ont été faites, c'est pas seulement en cas d'épilepsie, là, c'est, pour toute personne qui vit, quoi que ce soit dans sa vie, ça peut, beaucoup, beaucoup l'aider. Je vous remercie vraiment, c'était très, très intéressant. Puis, on va ouvrir, si vous avez des questions, c'est soit vous levez la main
ou vous pouvez écrire dans le clavardage et moi, je vais lire les questions qui ont été posées dans le clavardage. Je veux Comment? aussi vous rappeler que la conférence est enregistrée et si vous voulez la regarder une autre fois, ben, il y a le lien dans le clavardage que vous pouvez, ou vous pouvez y aller sur notre page YouTube aussi. Il faudra juste nous donner un petit délai de 48 heures à 72 heures pour la placer. Ou des commentaires aussi, hein, je suis vous gênez pas, là. Ah ben, en tout cas, je vois qu'il y a eu quelqu'un qui a dit, «Ça fait du bien de vous entendre, rassurant aussi». Tant mieux, merci, Elsa. Mmh. Puis il y a quelqu'un Je qui a vois, levé la main, je pense. oui. Votre micro, Oui, Jérémy, il faut Jérémy? juste ouvrir le Oui, micro. oui, ma question, ouais, mais moi, c'est quoi que vous donneriez comme conseil par rapport à la maladie? Donc, j'ai une épilepsie, mais c'est que l'ensemble des places que ou comment dire? Que je consulte se renvoie à l'appareil. C'est-à-dire que, ben, je suis suivi, au CHUM et puis à McGill à Montréal. J'ai tout ce qu'il faut, mais tout ce qui est en lien avec, la vie sociale, l'employabilité, puis les CMO, puis tout, c'est l'OPHQ, bref, c'est toutes les places en fait se renvoient la balle en disant: «Je vais pas m'occuper de ça». Puis, si je fais des démarches de crédit d'impôt, ben, pas assez handicapé, mais en même temps trop handicapé. Fait que c'est quoi les conseils que vous diriez dans pour ces choses-là ou des expériences à partager? Je serais intéressé par ça. Oui, 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 tout à fait. Oui, ben, en fait, en effet, là, tu sais, ça montre que la maladie affecte beaucoup, beaucoup de sphères. Tu sais, c'est ça, c'est oui, le côté médical, qui est pris en charge par les hôpitaux, mais après vous, dans la globalité de la personne, c'est sûr que ça a plein de répercussions et c'est un labyrinthe, c'est exigeant. Bon, après je tu sais, je peux pas parler sur pourquoi il se renvoie la balle ou tout ça, mais c'est sûr que des fois, il y a quand même un intervenant, tu sais, comme infirmière. Bon, par exemple, nous, je sais, puis d'ailleurs, ça manque cruellement, mais tu sais, je sais qu'il y a pas de travailleur social attitré en épilepsie au CHUM. Ce qui, honnêtement, pour moi, dans une maladie comme l'épilepsie, devrait être présent parce que vous avez plein d'aspects logistiques concrets, vous, les patients, à naviguer. Ça, je sais que c'est une lacune, clairement. Puis je sais que des fois, mon conseil, ce serait peut-être de voir au niveau, tu sais, puis je sais que l'infirmière a plusieurs chapeaux, mais tu sais, est-ce qu'il y aurait quand même quelqu'un d'accessible au niveau infirmière ou autre qui peut parfois, là, je suis pas en train de dire qu'elle pourra vous aider avec vos impôts, mais tu sais, à qui vous pouvez exprimer ça pour qu'elle voit, il ou elle voit s'il y a quand même des aspects sur lesquels elle peut vous soutenir ou des fois rediriger vers, en effet, des associations ou des ressources parce que vous êtes clairement pas le seul, tu sais? Donc, mais si ça peut, peut-être je sais que ça fait pas tout, là, mais en tout cas, si ça peut vous valider, je vous dirais que même des fois, moi, Heu, je veux dire, je suis pas travailleuse sociale, mais tu sais, je mets un peu un chapeau de travailleuse sociale parce que là, mon patient a de la misère à savoir, comment avec la SAAC, on va faire, là, tu sais? Donc, je suis d'accord qu'il y a tous ces aspects concrets de la maladie qu'en plus, vous vous trouvez à essayer de démêler, là. Est-ce que ça éclaire un peu, Jérémy? Bah, ça me donne des idées, mais Ouais. déjà Non, je suis puis tu déjà sais, je sur sais que comme sur un tr je suis déjà sur un gros chemin, puis, c'est ça. ouais, tout à fait. Puis mais des fois aussi, de justement, pas enterrer, c'est quoi le mot que je cherche? Mais, mettre sous le tapis la détresse que ça fait vivre. Parce que oui, des fois, les choses logistiques débloquent pas, mais la frustration que ça nous cause ou l'anxiété que ça nous cause, elle a besoin de sortir aussi. Fait que, tu sais, des fois aussi, au moins, en tout cas, s'occuper de cette partie-là, là, parce que sinon vous allez accumuler, puis à un moment donné, ça en fera juste trop, là. Oui, oui, ben, j'ai un suivi pour ça avec McGill aussi pour ça, avec, OK, en lien avec mon euro en plus, fait que c'est correct. OK, good. Il y a une question dans le clavardage. Avez-vous des conseils à court terme au niveau de l'acceptation des limites qu'on peut appliquer au quotidien? Merci pour cette belle conférence.
Ça me fait plaisir. J'imagine les limites, on parle de en tout cas, j'imagine qu'on parle des limites, on va dire, physiques, là, tu sais, que l'épilepsie amène. Ben, écoutez, ce serait parmi les stratégies que j'ai nommées, laissez-moi refaire le petit scan de mes stratégies, mais tu sais, honnêtement, là, l'acceptation puis bon, d'ailleurs, c'est ça, le merci. OK, limite physique, cognitive, oui, oui, tout à fait, là, encore hier, c'est dur, là, tu sais, je parlais avec une, jeune mère de famille qui ne travaille plus, due à l'épilepsie, qui a des difficultés de mémoire dues à l'épilepsie, puis elle a 45 ans, là, c'est pas, je veux dire, elle en a pas 85, là, donc en effet, bon, puis là, je sais que vous avez mis le mot acceptation, mais je dirais que c'est pas mon conseil, c'est d'y aller, enfin, au fur et à mesure, c'est-à-dire d'essayer autant que possible, tu sais, de rester dans les faits, c'est-à-dire, OK, bon, je sais pas moi, par exemple, OK, aujourd'hui, ben, j'ai été mal prise parce que j'arrivais même plus à me souvenir de, ce qu'il fallait que j'aille acheter à l'épicerie, puis je m'étais pas fait une liste, puis là, je me suis sentie je dis n'importe quoi, je me suis sentie stupide dans l'allée, puis ça allait pas du tout, puis tu sais, c'est sûr que de reconnaître nos limites, déjà, c'est difficile et de s'y adapter ensuite, ben ça se peut, par exemple, pour des difficultés cognitives, tu sais, vous allez me dire concrètement, ça se peut que des alarmes, vous en ayez besoin plus que quelqu'un d'autre. Ça se peut que des listes, vous en ayez besoin. Puis je sais que c'est difficile parce que peut-être que vous vous dites, ben là, je sais pas moi, j'ai 40 ans, puis je devrais pas avoir utilisé ça. En même temps, ça fait partie de votre adaptation de tranquillement faire le deuil d'une mémoire, intacte, on va dire, puis d'essayer de voir, en effet, quelle stratégie à court terme, comme j'ai dit là, c'est comme, OK, autant c'est difficile et extrêmement fâchant d'avoir des difficultés de mémoire, autant dans les prochaines heures, comment je peux faire pour pallier un peu à ça? Ou comment je peux faire pour appeler une amie puis lui dire à quel point je suis plus capable d'avoir des pertes de mémoire, puis à quel point je trouve ça difficile. Tu sais, l'idée, c'est que votre difficulté, elle circule, votre énergie circule, vos émotions circulent, puis oui, peut-être des fois concrètement, j'ai envie de dire, attaquer votre limite pour aller lui trouver des, moyens de compensation qui vont améliorer votre qualité de vie. Ça, c'est important. Julie, vous pouvez ouvrir votre micro? Ah, la petite main est levée, mais on n'est pas Julie, là. est-ce que Ah, c'est oui, bon. Bon, parfait. OK. Excusez, j'étais pas capable, je savais pas comment C'est enlever, correct. ouvrir le micro. Bon, donc moi, ma question, c'est, je suis présentement en recherche d'emploi suite, ben, en fait, j'ai perdu mon emploi suite à voyons, à une mise à pied massive et suite à c'est ça, à la mise à pied, on avait droit à une aide, pour la recherche d'emploi avec, je sais pas comment ça s'appelle là, mais c'est un endroit là que c'est ça qui nous aide à chercher l'emploi là Ouais, et puis, c'est ça, ils m'ont dit que j'étais obligée de dire que j'avais l'épilepsie. OK. Puis je voulais savoir si c'est vrai Oh, OK. parce que ça me stresse un peu là de dire ça là. J'ai peur comme de pas avoir de l'emploi à cause de ça ou que Ouais, ouais. c'est ça de Non, non, ça a beaucoup d'implications là, forcément. Ben, écoutez, ça, je vous avoue, puis tu sais, je veux reconnaître, ma juste place. Ça, ce serait vraiment, à vérifier du côté, des médecins. C'est comme je vous avoue que je suis pas familière avec comme peut-être aussi que ça dépend de la nature de l'emploi, tu sais, comme vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, parce que là, si ouais. en effet, ça peut vous mettre à risque, d'un accident ou quoi, donc mais malheureusement, je peux pas répondre, Julie, parce que je veux pas me mais ce serait une bonne question, tu sais, à demander à votre équipe médicale de comme: «Est-ce que je suis obligée?» Ben, Puis voir, ma neurologue, elle a jamais entendu parler de ça. Elle était surprise de ça, mais OK, elle m'a dit, ben, elle a pas parlé, là. Elle m'a juste dit qu'elle était prête à me faire ben, comme un papier, comme tout était correct, là, tu sais, que OK. que pas que j'étais bien suivie, mais je veux dire que, tu sais,
comment je pourrais dire ça? Que tout était correct, là, mais tu sais que la seule Il n'y avait chose, pas de c'est ça que risque. Ouais, enfin, c'est OK. ça, qu'il y avait pas de risque, là, tu sais, que j'étais pas obligée de travailler avec quelqu'un ou des choses comme ça, là. OK. Ouais. Fait que ça, je Mais pense que c'est plus du cas par cas, mais tu sais, en effet, de vérifier, puis ça même au niveau de j'ai envie de dire, pas la protection du consommateur, là, mais au niveau de comme les droits des employés et tout, là, tu sais, je suis pas familière de comme ben, c'est à ça, quel c'est elle, c'est ça qu'elle me disait là-bas, c'est qu'on est comme obligé en tant que ben, c'est ça, de que personne, on est obligé d'avertir l'employeur si ah on ouais, a de déclarer c'est notre ça, état de santé. c'est en plein Ouais, ça. puis en même temps, c'est vrai que je sais qu'il y a des emplois qui en effet, tu sais, il y a des emplois où comme il y a des choses de santé que l'employeur a le droit de savoir, c'est selon la nature des tâches, là, mais Elle m'a dit: «Tu pas obligé de le dire à l'entrevue tout de suite», mais elle dit, «Faut pas que tu attendes trop tard non plus là, tu sais, s'il était embauché là». Mais c'est sûr que ça crée un certain stress là, ben oui, c'est ça que j'allais dire. Je pense que ce que ça nous montre aussi, c'est la position délicate dans laquelle ça peut vous mettre, vous, les patients, là, quand ce genre de choses arrivent, là. parce que c'est ça, je me dis: «Est-ce que je vais être embauchée?» puis une fois embauchée, la personne va-tu me dire: «Ben là, j'aurais aimé ça le savoir avant là», ou Non, non, faut s'assurer, puis en même temps j'ai envie de dire se baquer au niveau médical, là, tu sais, comme je trouve que d'avoir, avisé votre neurologue puis qu'elle soit, en équipe avec vous là-dedans, c'est important, là. mmh c'est ça, Ouais. OK. Mais c'est ça, Désolée, j'ai pas plus de c'est ça, OK, j'ai moins de connaissances là-dessus, là, je dois avouer. OK. Fait que je Mais sais même, pas, je vous est-ce dirais des fois, par transparence, tu sais, moi de ce que j'entends, par transparence, ça dépend, mais j'ai quand même beaucoup de patients qui mentionnent, tu sais, à leur employeur parce que, tu sais, aussi ça crée une transparence, puis ça peut aussi faciliter la vie du patient. C'est-à-dire, tu sais, si à un moment donné, le patient, il faut qu'il aille en monitoring, au CHUM pendant plusieurs jours, c'est peut-être plus facile en fait, c'est plus facile de dire la vérité que de dire: «Ah ben là, je vais disparaître une semaine parce que j'ai besoin». Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, fait que oui, oui, je comprends. c'est Parce ça qu'en ou fait, j'ai pas mon ou tu sais, épi je peux pas conduire parce que je peux pas conduire, tu sais? Bon, c'est ça aussi là qui est parce que c'est délicat. ça, mon épilepsie s'est développée, ben, pendant que j'étais chez mon ancien employeur. Mmh mh. Donc c'est ça, pendant que j'étais chez l'ancien employeur, ils ont comme pas eu le choix de l'accepter. Je veux dire, c'était correct, là. Ouais, Mais ouais. là, c'est ça, avec la mise à pied, j'ai comme pas le choix de mais vous, est-ce que vous me conseilleriez, admettons, de le dire dès la 1re entrevue? Qu'est-ce que vous feriez pour qu'est-ce que Non, moi c'est-à-dire que pas non, là, mais je veux dire, j'irais avec un plan de match, discuter avec votre médecin et si vous, votre préférence, c'est de ne pas en parler, j'irais vérifier, en fait, vos droits ben et responsabilités. C'est parce ben, que si vous êtes tenu de le dire, puis vous le dites pas, vous allez être dans le trouble, non, ou à l'inverse, si vous préférez ne pas le dire, mais qu'on vous tu sais, il y a des choses à aller vérifier, moi, j'ai envie c'est de dire sûr presque légalement, là. moi, j'en ai parlé avec ma neurologue. Bah oui. Moi, je n'ai parlé avec ma neurologue, c'est correct, là. Je veux dire, c'est correct, là. Je veux dire, Ouais mais je veux dire et ouais, c'est ça et la neurologue disait que j'ai pas bien compris, la neurologue disait, ben, dites-le à l'entrevue ou disait plus de pas le dire ah, à elle m'en a l'entrevue? pas parlé pour ça, là. Je veux dire, elle Ah OK, était ben pas c'est au ça. courant qu'on était obligé de le dire, OK. à l'employeur, là. C'était la Bon, première fois qu'elle avait entendu ça, là. ouais, ouais. Ou je vois aussi dans le chat, mais en effet, là, tu sais, après ça peut relever de normes du travail, syndicats, tu sais, après ça peut aussi devenir, tu sais, Mais des choses qui tombent dans ce terrain-là, là. OK. Mais moi, c'est sûr que je vais le dire à l'employeur, là, ça, c'est correct. Mais c'est Mmh. ça, je voulais juste savoir qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Devrais-tu le dire au départ ou, Oh, tu sais, ça c'est écoutez, non, c'est ça, tu sais, mmh, comme psychologue comme ça, là, puis peut-être vous connaissant pas non plus, là, j'aurais pas de non, recommandation de OK, quand est le moment, là, donc OK. Bon, c'est bon. Je vais essayer d'y aller avec, mon instinct. ben, C'est oui, il y a ça correct. aussi, là, tout à fait. C'est comme aussi de peut-être, en effet, si vous décidez de le dire, mais que c'est le moment, ben, après il y aura
il y aura le feeling, un peu comme je parlais, tu sais, de la connaissance de soi puis de l'écoute de soi, là. C'est comme, tu sais, quand est-ce que vous sentirez peut-être dans l'entrevue que c'est le bon moment puis, Ouais, que vous soyez d'accord. à l'aise. Ouais, OK, tout à fait. c'est bon. Je vous Mmh. remercie. De rien. Ah, puis en tout cas, j'ai vu que ça a suscité des réactions dans le chat aussi, là. C'est ça, ça vous voyez, mais c'est toutes des questions Oui. très pertinentes. Puis moi, des fois, comme psychologue aussi, je suis moins comme je dis là, puis je pense que même si on avait une travailleuse sociale en épilepsie, elle serait un petit peu en fait, elle serait plus au courant des normes et législations que moi, là. Donc ouais, c'est des questions délicates, ça, c'est sûr. Il y a Zeina qui dit: «Merci pour la brillante présentation. Je suis maman d'un enfant épileptique de 8 ans et j'avoue que je suis très, très stressée. Aussi, ma fille a le TDAH et récemment, on vient de découvrir qu'elle n'a qu'un seul rein et tout ça fait trop pour la famille. Et il est très difficile de trouver des ressources convenables pour nous soutenir. Ma question est de savoir quelles sont les ressources publiques disponibles au Canada Mmh. pour suivre les familles de patients épileptiques. Oui. Oui, oui, puis tout à fait, là, puis on s'entend que là, je suis bien d'accord, c'est Zéna, là, mais d'aller chercher davantage de ressources, là, parce que là, ça fait plusieurs stresseurs médicaux au sein de la même famille, là, puis c'est énorme. Beh, en tout cas, moi, je dis ça, mais pour ce qui est de, tu sais, moi, j'ai travaillé aussi en transplantation rénale, puis je sais, par exemple, au CHUM, il y a de la psychologie associée aux maladies du rein. Il y a les on va dire l'équivalent de moi en euros, mais côté transplantation. Après j'imagine c'est Sainte-Justine, là, si on parle d'enfants ou peut-être, le Children's, mais des fois aussi c'est en effet de lever la main à notre équipe médicale puis de dire: «Là, comme ça en fait trop». Souvent, ils connaissent des ressources, spécifiques à ces secteurs-là. Puis pour ce qui est de, bah, oui, de votre enfant épileptique de 8 ans, là aussi, là, je ne sais pas où cet enfant-là est suivi, mais j'aurais tendance à aller, surtout pour des ressources publiques, là, j'aurais tendance à aller cogner à la porte et dire, «On a besoin de plus d'aide, là. Qu'est-ce que vous nous recommandez?» Et ah bon, ben, voilà, il y a aussi apparemment, en effet, là, mais ça aussi, là, le travail des associations qui sont là pour ça. Mais comme je dis, tu sais, juste puis si ça peut en tout cas, je le dis même en général, tu sais, nous, je vous ai expliqué c'est quoi la psychologie médicale. Tu sais, la psychomédicale, c'est l'adaptation mentale à un problème de santé physique. Ben, nous, les psychologues médicaux au CHUM, on est une bonne quarantaine, donc dans différents secteurs de l'hôpital. Fait que c'est pas propre à l'épilepsie, mais ça peut être au centre des naissances, ça peut être en transplantation, ça peut être en cardio, ça peut être au grand brûlé, ça donc c'est ça, c'est pour dire que ça, ce sont des psychologues qui font partie des équipes médicales, qui sont «gratuits» entre guillemets, c'est-à-dire pris en charge par la RAMQ, donc ne vous gênez pas là-dessus. Après, comme je dis, il n'y a pas que les psychologues. Je veux dire, il y a des psychothérapeutes, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent exercer la psychothérapie. Il y a d'autres corps de métier aussi là, qui peuvent vous soutenir, et les associations, et les lignes téléphoniques. Bah oui, d'ailleurs, tiens, pendant que je le disais, mais faut pas les sous. Des fois, je trouve que les patients, si je peux me permettre, mais non, non, mais tu sais, des fois, on dirait qu'on sous-estime peut-être les lignes téléphoniques. Tu sais, on se dit, ah, mais c'est je sais peut-être, je veux pas parler à votre place là, mais tu sais, c'est comme: «Ah ben c'est général» ou même: «Ah ben je veux pas, je sais pas, je veux pas, les déranger avec ça», mais c'est comme non, non, tu sais, il y a des gens formés, spécialisés qui sont excellents aussi. Puis moi, je sais que des fois mes patients parce que tu sais, moi non plus là, je suis pas en service d'urgence. Je veux dire, moi, si mon patient, il veut me joindre à, bah, je veux dire même à 5 heures le soir, tu sais, je suis plus à l'hôpital, là, donc ce que je dis, c'est que des fois, ils appellent les lignes d'écoute, puis sérieux, ils me donnent tous des excellents commentaires ensuite, là. Même des fois, ces gens-là, des lignes d'écoute générales, vont vous rediriger vers des ressources spécifiques, parce qu'ils ont un bottin et un répertoire et que c'est leur travail.